Bonjour à tous, bonjour et bienvenue de la part de la Scuola et Hachette français langue étrangère. J'ai un petit écho, excusez-moi. Alors, nous avons avec nous d'abord comme appui technique Maria-Luisa Farinazzo depuis Milan pour la Scuola. Et puis, nous avons avec nous Diane Guerrier, qui est déléguée pédagogique de Hachette La Scuola pour l'Italie, et à laquelle vous pouvez demander tout ce que vous voulez sur les livres scolaires et parascolaires de Hachette pour les écoles, les établissements scolaires italiens. Et puis surtout, enfin, nous avons avec nous Léa Marast depuis Florence, en Italie. Et Léa enseigne le français à l'Institut français de Florence et à l'ITT Marco Polo de Florence. Et elle est formatrice pour Hachette FLE et la Scuola depuis quelques années déjà. Et elle nous parlera aujourd'hui d'un sujet assez nouveau, évocatif et géométrique, c'est-à-dire la grammaire en spirale. Nous allons voir avec elle ce que ça veut dire et pourquoi ça peut avoir un sens et même ça peut rendre plus efficace et donner un sens vraiment à nos leçons de grammaire de français. Et donc, je lui laisse la parole. À toi, Léa, et merci. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans ce webinaire sur l'enseignement en spirale. Ne vous inquiétez pas, on fera seulement du FLE aujourd'hui, hein, pas de, pas de mathématiques, pas de souci à vous faire. Donc, je vous montre un petit peu comment nous allons procéder aujourd'hui, pour savoir quel est un petit peu le plan que nous allons suivre. Donc, on va commencer en douceur ensemble par un petit remue-ménage. Pour celles et ceux qui auraient déjà suivi quelques webinaires avec moi, vous savez que j'aime bien vous mettre à contribution, donc ce sera le cas dès le début. Et puis nous passerons à quelques définitions pour que l'on soit toutes et tous d'accord et raccord sur ce dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu pourquoi il peut être pertinent, efficace, utile d'adopter une progression spiralaire quand il s'agit d'enseigner la grammaire en classe de FLE. Et évidemment, j'en viendrai au point le plus central, le plus important, comment progresser en spirale concrètement, comment on fait en classe pour progresser en spirale. Et puis, si nous avons un petit moment à la fin, je vous donnerai quelques petites pistes bonus pour aller plus loin, pour approfondir un petit peu le sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez être mis et mise à disposition. Donc, je vous conseille de garder un smartphone ou tout dispositif électronique que vous préférez à portée de main. Si vous suivez ce webinaire sur un ordinateur, ça ira très bien, ce sera suffisant. Et donc, pour commencer, je vous mets dès à présent à contribution. Je voulais réfléchir un petit peu avec vous et voir ce que vous pensez de la question suivante. Donc, pourquoi enseigner la grammaire? À quoi sert l'enseignement de la grammaire selon vous? Et pour ce faire, donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous demander de vous rendre sur Mentimeter à travers soit le lien que Nicolas va vous envoyer directement dans le chat, soit en scannant le QR code avec votre téléphone, soit en allant sur le site menti.com et en insérant le code que vous voyez ici, 9909 15 92. Donc, pour commencer, c'est déjà vous qui travaillez. Je vous laisse vous connecter. Je vous conseille aussi, une fois que vous aurez ouvert cette page de Mentimeter, de la conserver à portée de main, puisqu'on fera d'autres activités en utilisant le même outil. Donc, comme ça, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de recharger la page. Ce sera moi qui m'occuperai de tout changer. Donc, je vous laisse scanner le QR code, vous rendre sur Mentimeter et me dire vraiment, selon vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, simplement pour voir un petit peu quelles opinions on a toutes et tous de la grammaire, pourquoi vous enseignez la grammaire et à quoi sert la grammaire dans l'enseignement des langues. C'est bien, je vois plein de personnes qui participent, c'est
C'est super. On voit pas mal de choses qui défilent. Je vous laisse encore quelques instants. Alors, si vous avez des difficultés à vous connecter, pardon, excuse-moi Léa, si vous avez Vas-y, des vas-y. difficultés, n'hésitez pas à écrire une fenêtre demande ou question apparaît dans l'interface GoToWebinar. N'hésitez pas à nous écrire. Voilà. Je vais attendre encore quelques instants et puis comme ça on verra ensuite. On pourra faire le point ensemble. Je vois que pas mal de personnes participent, ça fait plaisir. Merci de vos contributions. Voilà, donc je vais vous laisser encore une minute et puis on va passer aux délibérations. On va échanger un petit peu, voir ce que vous avez répondu. Vous avez été très nombreuses et nombreuses. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, de voir toutes vos participations qui se recoupent les unes les autres. Voilà, il nous reste encore 30 secondes. Je vois que certaines personnes sont en train de se connecter à nouveau. N'hésitez pas, allez-y. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Donc j'ai clos les votes parce que nous sommes déjà une bonne centaine d'entre vous se sont déjà exprimés, donc c'est déjà pas mal et on a déjà beaucoup de réponses, beaucoup de grains à moudre pour cette question. Donc pourquoi enseigner la grammaire? À quoi sert la grammaire? Beaucoup d'entre vous ont répondu pour bien parler. Si je descends pour parler, écrire correctement, pour parler, pour savoir bien écrire, etc. J'ai aussi une très poétique. La grammaire est le squelette de la langue. D'autres, un petit peu dans le même sens, ont répondu pour bien structurer la langue, pour bien comprendre la structure de la langue. Et beaucoup d'entre vous également ont mentionné l'idée de communiquer de manière correcte, communiquer correctement à l'écrit ou à l'oral, pour parler correctement, à mieux communiquer notre message, choses comme ça. Faciliter la communication personnelle, améliorer les structures de communication. Et effectivement, c'est un petit peu tout ce que vous avez dit, effectivement, reprend l'idée sur laquelle nous allons partir, notre point de départ d'aujourd'hui, qui est le fait que la grammaire est fondamentale. Ça, je ne le nie pas et on est toutes et tous d'accord. Mais elle est fondamentale afin de permettre de faire quelque chose, afin de permettre de réaliser des tâches en français, toujours dans une perspective actionnelle, donc qui est l'approche un petit peu préconisée par le cadre européen de référence pour les langues. Et donc, la grammaire que je vais vous présenter aujourd'hui sera une grammaire outil, une grammaire qui va me servir à faire quelque chose en tant qu'outil linguistique et non plus comme fin en soi. On fera de la grammaire pour permettre justement de communiquer, de réaliser des tâches. Et c'est en ça que l'approche spiralaire de la grammaire, donc l'approche en spirale ou spiralaire, va vraiment bien s'inscrire dans cette approche, comme vous allez pouvoir le voir dans un instant. Donc nous allons retourner à notre présentation. Et justement, pour définir un petit peu mieux ce sur quoi nous allons réfléchir,
Je voudrais faire une distinction entre deux types de progression que l'on peut trouver lorsque l'on enseigne la grammaire, c'est-à-dire la progression spiralaire, qui est le sujet de notre webinaire aujourd'hui, et une progression que l'on va appeler linéaire. Donc ici, au milieu, vous voyez différentes caractéristiques et chacune d'entre elles correspond soit à la progression spiralaire, soit à la progression linéaire. Je vais à nouveau vous mettre à contribution, mais de façon autonome. Donc simplement chez vous, vous pouvez faire un tableau avec spiralaire d'un côté, linéaire de l'autre, et essayer d'associer chaque caractéristique à la catégorie à laquelle elle appartient, selon vous. Vous allez avoir 1 minute 30 pour faire ça. Je vous laisse réfléchir un petit peu et ensuite, je vous expliquerai un petit peu mieux et nous poserons les bases du webinaire, nous définirons un petit peu mieux sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Parce que la progression spiralaire, c'est pas toujours très parlant, très évident, c'est pas forcément la première chose que l'on étudie quand on étudie pour devenir prof de français. Donc, on met à plat et on se met toutes et tous d'accord sur les concepts. Donc, je vous laisse réfléchir. Encore 1 minute. Et ensuite, je vous montrerai la définition. Voilà, donc vous avez eu un petit moment de réflexion et donc je vais maintenant vous dire un petit peu qu'est-ce qui correspond à quoi, à quoi s'apparente chaque caractéristique. Donc, pour ce qui est de la progression spiralaire, nous allons nous retrouver face à des activités qui vont être ritualisées. On reviendra plus en détail, je reviendrai plus en détail dessus un peu plus tard dans le webinaire. Des activités qui vont être ritualisées en 3 temps, qui seront toujours les mêmes et qui donc vont se répéter de façon à créer des automatismes. C'est aussi une progression qui laisse la place à des formulations provisoires, c'est-à-dire que les élèves vont faire des approximations, formuler des hypothèses de façon assez spontanée pour ensuite être ajustés dans une seconde phase. Et donc, c'est une progression qui est vraiment très respectueuse de leur palier cognitif, de leur rythme, puisqu'elle va fonctionner en approfondissement successif. Quand on progresse de façon spiralaire, on n'étudie pas une règle complète, une notion grammaticale complète tout d'un coup, mais on étudie une première partie. Et puis, plus tard dans le temps, de façon assez espacée, nous allons reprendre la règle initiale, puis ajouter des éléments successifs. Et c'est donc une progression qui va davantage faciliter l'acquisition de savoir-faire, l'acquisition de la grammaire en tant qu'outil pour faire quelque chose. Je vous l'ai définie ici en opposition avec une progression que l'on va appeler plus linéaire, pas pour faire l'apologie de la progression spiralaire et complètement miner la progression linéaire, c'est simplement pour voir un petit peu les différentes approches que l'on peut rencontrer dans l'enseignement de la grammaire. La progression linéaire est celle que l'on a peut-être plus l'avantage de rencontrer lorsque l'on enseigne, comme vous et moi, j'imagine, comme vous et comme moi, dans les écoles. C'est une progression qui se base plutôt sur l'agencement logique de contenu et elle dépasse quand même la simple liste de programmes, la liste de programmes, des manuels ou des programmes scolaires, mais on va quand même travailler de façon unique sur une notion pour ensuite passer à une notion suivante. Donc on va travailler de façon très approfondie sur un moment précis, puis ensuite laisser de côté cette notion et la considérer comme acquise. Et c'est donc une progression qui, en ce sens, va plutôt faciliter l'acquisition de savoir, de connaissances, mais peut-être un peu moins de compétences. Et c'est pour ça que de plus en plus, on propose d'adopter une progression spiralaire, même si peut-être que je pense qu'il est utile et pertinent d'essayer un petit peu de mélanger les deux et de prendre le meilleur de chacune des deux progressions. Mais
la progression spiralaire a beaucoup à nous apporter en tout cas. Et justement, pour commencer, je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi adopter une progression spiralaire, à quoi cela peut servir. Et je vais à nouveau vous mettre à contribution. Pour réfléchir un petit peu, nous allons réfléchir sur la mémoire, sur la mémorisation, sur les processus de mémorisation, puisqu'ils sont vraiment liés à cette progression, à cette typologie de progression. Donc, je vous demande de répondre à nouveau sur Mentimeter et de me dire, selon vous, à quelle fréquence est-il utile de réactiver une notion, donc de mobiliser une compétence déjà acquise afin que cette notion soit mémorisée sur le long terme. Et par le long terme, j'entends au-delà d'un mois, d'accord? Au-delà d'un mois, plutôt sur un an ou voire plusieurs années scolaires. Donc je vous laisse faire, vous avez 3 propositions, d'accord? Je ne vous les ai pas laissées dans l'obscurité la plus totale. Vous avez 5 fois en une journée, une fois par jour, pendant 5 jours, et une fois tous les 30 jours. Donc à quelle fréquence est-il plus efficace de réactiver une notion, ici de grammaire, pour faciliter sa mémorisation à long terme? Sachant que c'est quelque chose qui s'applique au-delà de la grammaire. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la progression spiralaire et l'enseignement de la grammaire. Donc à nouveau, vous pouvez encore une fois, comme Nicolas est en train de vous l'envoyer dans le chat, soit cliquer directement sur le lien qu'il vous a envoyé, soit scanner le QR code, ce qui est le plus simple pour vous. Voilà, donc je vois beaucoup de participation. Encore une minute. Voilà, je vais encore. Reste une minute et puis nous allons voir un petit peu les résultats, vos propositions, ce que vous en pensez. Encore une trentaine de secondes et puis je vous montre ce que vous en pensez pour ensuite vous donner mes réponses. Voilà, donc les votes sont désormais clos. Voilà un petit peu vos résultats. Donc 6% d'entre vous considèrent qu'il est plus efficace pour faciliter la mémorisation d'une notion de la réactiver, c'est-à-dire de l'étudier et de la réciter à nouveau 5 fois en une journée. 30% d'entre vous pensent qu'il faut la réactiver une fois tous les 30 jours. Et 63% d'entre vous, donc un bon nombre, pensent qu'il faut la réactiver une fois par jour pendant 5 jours. Alors, je sais que j'imagine que vous voulez avoir la réponse tout de suite. Eh bien, vous allez l'avoir dans un instant. Nous allons d'abord parler un petit peu de mémorisation, de
du lien entre progression spiralaire et mémorisation, et vous aurez la réponse à la fin de cette slide, de cette diapositive. Donc, la progression spiralaire est vraiment une progression qui va faciliter la mémorisation. Pour vous expliquer pourquoi, je vais m'appuyer sur différentes études qui ont été faites en psychologie de l'enseignement et en neuropsychologie, sur la mémoire, sur les techniques de mémorisation. Une première recherche, explique que notre cerveau est capable de mémoriser 5 à 7 éléments à la fois. Donc, il est vraiment très important lorsque l'on est enseignant, enseignante ou élève de ménager notre cerveau et le cerveau des personnes à qui on enseigne pour ne pas le surcharger d'informations et obtenir l'effet inverse qui serait que, à force d'avoir trop d'informations, on ne retient plus rien. Donc, il faut vraiment essayer de limiter les informations qui vont être données à chaque fois, d'accord ? Essayer de vraiment les répartir dans le temps pour éviter la surchauffe et pour éviter aussi la surcharge du cerveau. Une deuxième étude qui a été faite par des psychologues américains montre que réciter, et par réciter, j'entends mobiliser une connaissance ou un savoir-faire, pas seulement réciter à voix haute une leçon, mais vraiment la reprendre, la réciter, la réutiliser activement, est plus efficace que la simple relecture, parce que la personne est active dans le processus, elle ne va pas simplement lire quelque chose, mais elle va essayer de mobiliser cette compétence ou cette connaissance dans son cerveau, et donc ça va vraiment davantage la réactiver du point de vue neurologique. Et dans ce sens, une progression spiralaire dans l'enseignement de la grammaire nécessite constamment de réactiver, de rebrasser ce qui est censé être acquis, et donc ça va vraiment favoriser ce processus de réactivation des connaissances. Et enfin, une autre étude assez connue dans le monde de la psychologie qui a été donnée à des élèves toujours américains qui avaient une liste de mots à retenir, et puis ils ont été répartis dans différents groupes, justement. Un groupe qui étudiait, qui révisait, qui récitait 5 fois dans la même journée les mêmes notions. Un autre groupe qui le récitait, le révisait une fois par semaine, il me semble, oui. Et enfin, le dernier, une fois par jour pendant 5 jours, et le dernier, une fois tous les 30 jours. Et donc, c'est un petit peu le sondage que je vous ai donné tout à l'heure, et les résultats ont montré qu'au bout d'un mois, effectivement, ceux qui avaient étudié une fois par jour pendant 5 jours et puis qui s'étaient arrêtés, continuaient à progresser et continuaient à se souvenir de la règle, tandis que les personnes qui avaient étudié 5 fois en un jour, avaient un petit peu perdu dans le processus de mémorisation. Cependant, sur le plus long terme, et c'est vraiment nous notre objectif, quand on est enseignant, on ne veut pas que les élèves oublient tout pendant les vacances d'été, on a pu voir que sur le long terme, c'était en réalité les étudiants qui avaient étudié, révisé les notions une fois tous les 30 jours, qui avaient le mieux retenu les notions et qui avaient eu le moins de pertes sur le long terme, finalement. Donc, la réponse au sondage que je vous ai soumis à l'instant, c'est une fois tous les 30 jours. Et donc, dans ce sens-là, trop concentrer les révisions sur une courte période de temps risque d'être contre-productif. Et il vaut mieux, au contraire, espacer ces révisions dans le temps. C'est ce qu'on va appeler justement l'effet d'espacement ou d'apprentissage distribué, d'où ce troisième point ici. On va vraiment distribuer l'apprentissage, distribuer les révisions de façon à réactiver les notions, pas quand elles sont encore en mémoire et qu'elles sont encore assez fraîches, mais quand elles sont sur le point d'être oubliées, on va la réactiver, on va redonner un petit peu d'autonomie à cette notion ou à ce savoir-faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de préconisation assez précise concernant à quelle fréquence il est le plus utile de redistribuer l'apprentissage, de réactiver les notions. Mais de façon empirique, suite à certaines recherches qui ont été effectuées, il est conseillé, dans le cadre d'une année scolaire, de réactiver les notions toutes les semaines, tous les mois et tous les trimestres. Donc, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, je vais essayer de réactiver une notion.
Et c'est vraiment ce que va essayer de faire, ce que va faire la progression spiralaire, puisque si je traite le début d'une règle au début de l'année et puis je la reprends un peu plus tard dans l'année, ça va réactiver les connaissances que j'avais acquises au tout début de l'année, juste avant que je ne les oublie. Donc ça vaut pour la grammaire, ça vaut aussi pour d'autres connaissances dans le FLE et dans l'enseignement, dans l'apprentissage en général. Pour ce faire, pour faciliter la mémorisation, évidemment, nous ne sommes pas toutes seules et tout seuls, nous avons des outils à disposition dans des manuels comme Focus, justement, puisque c'est le manuel sur lequel je m'appuierai principalement aujourd'hui. Vous avez par exemple à disposition des exercices. À la fin de chaque unité, vous avez un exercice qui vous permet de rebrasser les notions sur une fréquence un peu plus courte peut-être. On va aller ici d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre éventuellement. Vous avez également à disposition, alors là je survole ces outils puisque je reviendrai dessus un peu plus tard, mais vous avez également des bilans à la fin de chaque chapitre. Par exemple, un chapitre, c'est-à-dire une notion grammaticale, quand on considère qu'elle est traitée complètement, on va faire un petit bilan, donc le nom, les verbes au présent de l'indicatif, les différents modes verbaux également. Donc à chaque fois qu'un chapitre comme ça est terminé, vous avez toute une série d'exercices à la fin qui vous permettent de reprendre, de rebrasser ces notions. Et enfin, un autre outil qui pour moi est fondamental, très pertinent et vraiment très efficace à l'heure actuelle, vous avez tout un livret qui s'appelle Focus tout simplement, qui va avec le manuel de grammaire, qui est constitué de cartes mentales qui reprennent en haut les unités auxquelles elles font référence et les unités qu'elles schématisent. Donc ça permet en un coup d'œil, quand on a déjà vu une règle, de la reprendre, de voir avec des codes couleurs, avec une organisation spatiale qui est simple et claire. Et donc ça permet aussi un rebrassage assez rapide, parce que je sais aussi que les temps sont limités dans nos classes. On a des heures qui ne sont pas vraiment des heures, donc plus on va à l'essentiel, mieux c'est. Donc voilà un petit peu les outils qui peuvent vous être utiles lorsqu'il s'agit de rebrasser. Nous avons parlé un petit peu de mémoire. Parlons maintenant un petit peu d'actes de parole, de communication et d'actionnel. Et je vais à nouveau vous demander de participer. Donc je vous propose ici un acte de parole, donner un conseil. Et j'aurais besoin que vous me disiez, à votre avis, à quel niveau du CECRL, du cadre européen de référence pour les langues, on peut réaliser cet acte de parole. Vous pouvez choisir plusieurs options, hein. Ce n'est pas, l'une n'exclut pas l'autre, ce n'est pas seulement un, seulement un, deux, vous pouvez choisir différentes options. Mais dites-moi un petit peu, à votre avis, à quel niveau on peut réaliser l'acte de parole de donner un conseil. Alors, je vois que, encore une fois, vous êtes beaucoup à participer. C'est très bien, comme ça chacun peut avoir un petit retour personnel sur les idées qu'il ou elle avait avant d'arriver ici. Très intéressant. On va laisser encore une minute ou deux, puis je vais vous partager les résultats.
Alors, encore une minute. Plus que quelques secondes si certains d'entre vous ne se sont pas encore exprimés. On va pouvoir observer les résultats ensemble. Voilà, donc ici, vous pouvez voir que 9% d'entre vous ont associé l'acte de parole donner un conseil à du B2, 14% d'entre vous à du A1, 34% à du B1 et 43% à du A2. Eh bien, vous avez toutes et tous raison, pour des raisons différentes, mais on peut donner un conseil à tous les niveaux. Simplement, nous allons le faire de façon différente. Et c'est vraiment ça qui va nous intéresser lorsque l'on va enseigner la grammaire, c'est essayer de voir quels outils j'ai à disposition pour faire une même action et comment je peux la faire à ma mesure, à un niveau qui me correspond. Donc, par exemple, pour donner un conseil en A1, A2, eh bien, je vais pouvoir dire « prenez une veste » à une personne et donc utiliser l'impératif que je commence à étudier vers la fin du A1, voire au niveau A2. Au niveau B1, en revanche, je commence à étudier par des temps comme le conditionnel et donc je vais pouvoir dire à une personne « vous devriez prendre une veste » en utilisant donc un autre mode verbal qui est plus propre à donner un conseil. Et enfin, plutôt vers le B1, B2, lorsque je vais avoir vu les propositions relatives suivies du subjonctif, la formation et l'emploi du subjonctif, je vais pouvoir dire à cette personne « il vaut mieux que vous preniez une veste » en utilisant donc une formulation qui est toujours chaque fois un peu plus sophistiquée, mais dans les trois cas, dans les trois situations, je réalise cette tâche de donner un conseil et le résultat va plus ou moins être le même. Je vais peut-être sembler un peu plus direct et un peu moins poli en 1 à 2, mais il faut aussi prendre en compte que justement mon interlocuteur sait que je parle peu français, que j'ai un niveau limité de français et donc va être aussi un petit peu plus indulgent envers moi. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'en fonction du niveau, un outil linguistique différent est utilisé et cet outil linguistique est vraiment adapté aux capacités de l'apprenant ou de l'apprenante et il est mobilisé pour réaliser un même acte de parole. Et c'est vraiment cette approche-là que l'on va avoir dans une progression spiralaire et c'est ce que l'on retrouve aussi dans Focus. Justement, puisqu'ici nous avons vu les différentes façons de donner un conseil en fonction des niveaux, eh bien, notre prenez une veste qui va intervenir en A1, A2, un chapitre comme ça, donc dans ce chapitre, qui parle des modes et des aspects du verbe. Vous voyez, on a tout de l'impératif au subjonctif, le conditionnel, l'infinitif, les formes en ANT. Il y a un peu tout. Ça ne veut pas dire que je vais traiter chaque chapitre l'un après l'autre et de façon chronologique. J'ai au tout début de Focus, je suis désolée, j'ai oublié de vous mettre la page, mais c'est à la page 2 de Focus, ce tableau qui, selon moi, est vraiment fondamental. En tout cas, les premières fois que j'ai ouvert le manuel, je me suis dit « Ah ben ça, c'est vraiment pratique » pour bien savoir quel point de grammaire correspond à quel niveau et donc à quel moment de l'apprentissage de mes élèves je vais pouvoir le traiter, à quel moment je vais pouvoir leur donner à faire certaines choses. Et donc ici, par exemple, notre conseil « prenez une veste » va requérir l'emploi de l'impératif. L'unité ici 74. Et bien cette unité 74, je la retrouve ici dans la ligne qui correspond à A2. Une fois que je progresse un petit peu en niveau et que j'arrive au B1, je vais pouvoir utiliser, par exemple, on l'a dit, le conditionnel présent, unité numéro 84. Eh bien, c'est ce que je vais retrouver ici
Pour le B1, on m'indique à nouveau de me référer au chapitre 13, mais dans ce cas-là, de traiter différentes unités, dont l'unité numéro 84 qui se réfère au conditionnel présent. Et puis enfin, je continue à progresser, mes capacités communicationnelles et aussi grammaticales progressent. Donc, je peux utiliser le subjonctif et la proposition relative, je peux utiliser la formation du subjonctif présent, et c'est ce que je vais retrouver notamment dans l'unité 83, subjonctif et proposition relative, et je vais pouvoir enfin dire à mon interlocuteur, à mon interlocutrice, il vaut mieux que vous preniez une veste. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir qu'en fonction du niveau auquel on n'utilise pas les mêmes outils et on ne prétend pas de nos élèves qu'ils utilisent du subjonctif alors qu'ils viennent de commencer le français. Donc, pour ces mêmes raisons, pour chaque aspect de la langue, donc le nom, le verbe, la proposition, la structure de la phrase, l'accord, eh bien, on va dire, OK, en A1, pour ce qui est du nom, j'ai besoin que tu saches ça, ça, ça et ça. D'où la quantité assez importante de chapitres ici en A1. Et vous voyez ici que vous retrouvez les mêmes chapitres qui sont redistribués en fonction de la progression des niveaux. Ça va être vraiment intéressant. Ça peut être un outil, au-delà du simple manuel de grammaire, ça peut être un outil aussi, par exemple, si vous avez des élèves qui se présentent au DELF. Très souvent, moi, j'ai des élèves qui me disent « Ah, prof, je voudrais me présenter au DELF, qu'est-ce qu'il faut que je révise ?» Ben là, on est entre deux cours, on n'a pas toujours le moment, on n'a pas toujours le temps de lui dire « Oh là, ben là, il faudrait que tu fasses ça, puis ça. Ah, mais non, mais j'ai oublié ça. » Là, vous pouvez leur dire, ben regarde, dans ton manuel de grammaire, tu veux passer le A2, ben tu révises tous les chapitres qui correspondent qui vont jusqu'au A2, mais attention, pas les chapitres complets, les unités qui correspondent au niveau que tu veux réviser, parce que c'est vraiment sur ça que tu vas être évalué à l'examen. Et c'est sur ça, nous aussi, que nous allons évaluer la progression de nos élèves, évidemment, en classe. Donc ça, c'est vraiment ce côté progressif et ce côté de la grammaire au service de l'action, au service de la réalisation de la tâche, c'est vraiment à la base de l'approche actionnelle. Et puis enfin, pour vous expliquer toujours pourquoi j'aime bien privilégier cette approche dans l'enseignement de la grammaire, je voudrais faire un dernier point sur un dernier concept que l'on va utiliser ensuite dans la partie plus pratique et plus concrète, qui est celui de la zone proximale de développement. Alors la zone proximale de développement, ce n'est pas quelque chose de très très nouveau puisque vous pouvez le voir ici, ça a été inspiré par un pédagogue russe du nom de Vygotsky au milieu des années 30. C'est aussi ce que vous aurez peut-être rencontré dans vos études pour devenir professeur, c'est aussi ce que l'on appelle la zone d'apprentissage. En fait, c'est la zone idéale, la typologie de tâches optimale à donner à nos élèves pour qu'ils et elles la réalisent sans que ce soit ni trop facile, auquel cas ils risquent de se désengager ou de se désintéresser, ni trop difficile, auquel cas ils risquent de se décourager ou carrément de décrocher. Par exemple, ici, je vois que mon petit bonhomme, ici mon petit garçon, il essaie d'apprendre à nager. Si je lui donne une tâche vraiment trop facile, on va se trouver ici dans sa zone d'ennui. Il va avoir envie de rester sur la plage, de ne rien faire, de se reposer, et puis de ne pas apprendre à nager. Bah pourquoi faire si je peux être tranquille sur la plage? Mais du coup, il ne va pas progresser. Si je reste toujours proche du bord, mais avec une bouée, c'est-à-dire les tâches qu'il est capable de réaliser, mais en autonomie, sans mon aide, encore une fois, il est dans sa zone de confort, ça c'est sûr. Hein, il est tranquille, tout va bien, il réalise des petites tâches, mais toujours, il continue à ne pas progresser finalement. Donc au bout d'un moment, si je fais toujours les mêmes choses à répétition, ben, je vais m'ennuyer. La bouée, là, je ne vais pas avoir envie d'y rester trop longtemps. Au contraire, si je demande tout de suite à mon élève de nager avec des palmes, un tuba, une bouteille à oxygène, voire avec un scaphandre, ça va être la panique totale. C'est lourd, c'est trop de choses à supporter pour quelqu'un qui vient de rentrer dans l'eau. Donc il faut que je lui confie des tâches qui soient vraiment à sa portée, qu'il ou elle soit capable de réaliser avec mon accompagnement et où je vais vraiment avoir le rôle de facilitatrice ou facilitateur afin de l'accompagner vers davantage d'autonomie. Mais au début, il ou elle va avoir besoin de mon aide, de mon accompagnement. Quand on est dans une progression spiralaire, on va vraiment s'appuyer sur cette zone de confort puisqu'on va constamment y faire référence pour ensuite essayer d'aller vers la zone d'apprentissage.
En fait, l'objectif, c'est vraiment d'aborder une règle qui soit toujours dans la partie zone d'apprentissage, comme ici, en s'appuyant donc sur toutes les notions qui sont déjà assimilées, maîtrisées et réactivées en mémoire, notamment à travers des exercices de réemploi, des exercices de production. Et donc, petit à petit, la règle, cette partie de la règle qui est dans ma zone d'apprentissage, je vais commencer à la maîtriser, je vais pouvoir la réutiliser, elle va passer dans ma zone de confort. Et donc, je vais pouvoir passer à l'étape suivante de la règle et progresser de façon assez séquencée, donc dans une progression qui va vraiment s'adapter au rythme de mes élèves, à leur palier cognitif, sans pour autant morceler la règle complètement, mais vraiment essayer de trouver quelles parties de la règle sont pertinentes à enseigner à quel moment de l'apprentissage de mes élèves. Et donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est facile à penser, qui est facile à structurer tout seul ou toute seule. Donc avoir un manuel de grammaire à portée de main qui le fait déjà et qui nous accompagne dans ce processus, ce n'est pas rien. Et justement, pour voir un petit peu comment passer de cette zone de confort à cette zone d'apprentissage, faire en sorte que ce qui est dans la zone d'apprentissage passe dans la zone de confort, nous allons passer à la deuxième partie du webinaire, qui est la partie un peu plus pratique, un peu plus concrète. Nous allons voir ensemble comment progresser en spirale. On a vu pourquoi. Maintenant, on va voir comment. Et avant toute chose, je n'insisterai jamais assez, c'est vraiment les étapes que je vais vous présenter dans un instant, ce sont des étapes qui doivent être ritualisées. C'est une espèce de méthodologie, un automatisme à adopter qui va faciliter la tâche de nos apprenants et de nos apprenantes et vraiment systématiser un certain type de réflexion sur la langue. Cette progression en spirale va s'articuler en 2 temps. Nous allons commencer tout d'abord par la première approche à la règle, pour voir ensuite, dans un deuxième temps, une fois que la règle a déjà été énoncée, une partie de la règle a déjà été assimilée, bien, comment je m'appuie sur ça pour progresser. Mais tout d'abord, en ce qui concerne la première approche à la règle, nous allons voir que cette progression est ritualisée et systématisée en 3 temps qui sont vraiment toujours les mêmes. Alors moi ici, je les ai simplifiés. Ils ont d'autres termes. Si vous allez voir un petit peu, si vous vous informez sur les théories de la progression spiralaire, comme ce sont des choses qui sont c'est une progression qui est adaptable à d'autres matières. On peut trouver de la progression spiralaire en mathématiques, en physique, chimie, dans beaucoup d'autres matières. Donc vous avez des terminologies un peu spécifiques à la progression spiralaire, mais dans le cadre du FLE, ce sont des étapes qui peuvent être résumées en 3 verbes que vous avez ici sous les yeux. Donc comprendre, conceptualiser et produire. Cette approche ritualisée, c'est aussi une approche qui va partir du sens pour aller vers la forme et pour revenir au sens. Donc, vraiment, je pars d'une compréhension basique de la langue, une compréhension vraiment des situations, des actes de parole, de qu'est-ce que j'ai sous les yeux, qu'est-ce que font les gens, pour ensuite aller conceptualiser la grammaire, pour retourner à mes actes de parole et essayer à mon tour de les produire. Et donc ici, nous avons vraiment une grammaire qui est au service des actes de parole, au service des tâches à réaliser. Et donc, on part de là pour y revenir. Maintenant, je vais vous détailler un peu plus en détail chacune des étapes pour voir concrètement, à travers le livre, comment on va se déplacer dans le manuel de grammaire. Vous verrez que vous aurez très peu de déplacements à faire en réalité, puisqu'il est assez bien structuré, il est suffisamment bien structuré pour pouvoir adopter cette progression ritualisée de façon automatique, mais nous allons voir un petit peu comment ça s'articule. Parce que cette première phase de compréhension, elle peut être elle-même divisée en 3 parties, qui sont des parties que l'on connaît déjà un petit peu si on enseigne le FLE, notamment la partie de compréhension qui va être globale et finalisée. Alors la compréhension globale, c'est vraiment la première approche que l'on va avoir à un document, puisque mon point de départ, c'est toujours un document à partir duquel j'essaie d'identifier la situation, les actes de parole, mais je pars toujours d'un document qui va me servir aussi de modèle, d'où je pars et à quoi je tends, vers quoi je vais arriver. Donc la compréhension globale, c'est toujours
des activités de compréhension qui vont vous permettre, par exemple, de mettre en place la situation d'énonciation. Qui parle? À qui? Où ils sont? Pourquoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils font? Essayer de comprendre de façon assez générale la situation. Pour ensuite arriver à ce que l'on va appeler la compréhension finalisée, donc avec une fin, où je vais faire, que vous pouvez aussi trouver dans certains manuels de FLE sous le nom de compréhension affinée. C'est vraiment la compréhension à travers laquelle je vais donc affiner ma compréhension du texte, aller un peu plus en détail sur certains aspects de ce qui est proposé, de ce dont on parle, et c'est surtout l'étape qui va diriger nos élèves vers les actes de parole qu'ils ou elles doivent étudier, doivent conceptualiser. On parle toujours ici en termes de compréhension, de sens. On est toujours sur le sens du document, le sens de l'audio, le sens de la vidéo. On ne parle pas encore de grammaire, on ne parle pas encore de verbes, de sujets, de pronoms, de compléments. On est vraiment dans quelque chose qui est connu de tout le monde et qui ne nécessite pas l'utilisation dans certains langages, d'un certain métalangage, si vous voulez, de termes spécifiques à la grammaire, de termes plus épistémologiques, si vous voulez. Donc, dans ma compréhension finalisée, à travers les questions, je vais repérer les actes de parole. Par exemple, tout à l'heure, prendre un conseil, donner un conseil. Où est-ce que, dans ce texte, où est-ce que tu vois que la personne donne un conseil selon toi? Ici, ici, ici. Ou dans ce texte, où est-ce que tu vois que la personne raconte ce qu'elle a fait hier, raconte ses activités d'hier, par exemple. Ces deux étapes vont mener ensuite à une première étape de réflexion sur la langue qui va toujours se faire en termes sémantiques, c'est-à-dire on va toujours réfléchir sur le sens de la langue, sur le sens contenu par le document, mais c'est une étape vraiment fondamentale celle-là parce que c'est vraiment l'étape qui va permettre de faire la transition entre la partie ici de compréhension et la partie suivante qui va être la partie de conceptualisation grammaticale. L'étape que moi j'ai appelée de réflexion sémantique, c'est vraiment l'étape où il va y avoir des moments de réflexion spontanée, où les élèves vont dire « Ah ben oui, l'action, elle est là. La personne qui fait l'action, elle est là. L'action qui est déjà réalisée, c'est ici, c'est à cet endroit-là. » Et donc, ça va donner lieu vraiment à des approximations, à des hypothèses, à des réflexions qui sont encore incomplètes. Et ça peut être frustrant dans un premier temps, j'en conçois, on a toujours envie de dire mais non, mais c'est pas ça. Mais il faut toujours garder un petit peu de calme, être patiente parce que le moment de l'ajustement, le moment de la vérification va intervenir ensuite. Mais cette partie est fondamentale aussi pour faire comprendre aux élèves qu'ils et elles ont déjà des éléments de réponse en eux, qu'ils partent de quelque chose de connu et ça va être extrêmement rassurant et motivant pour elles et eux. Donc c'est vraiment fondamental cette étape. L'étape de compréhension en soi ne doit pas prendre une heure entière, hein. C'est quelque chose qui doit être limité à 10 minutes, un quart d'heure. Quelques petites questions du professeur ou de la professeure qui vont guider la classe vers ce que l'on a envie ensuite de leur faire découvrir. Mais elle va vraiment faire, notamment l'étape C ici, va vraiment faire la transition entre le sens sur lequel on aura travaillé dans les parties de compréhension et la forme sur laquelle on va travailler dans l'épreuve de conceptualisation. Avant de passer justement à cette épreuve de conceptualisation, je voudrais un instant que l'on s'arrête sur une page de grammaire, sur une page du manuel de grammaire, donc de focus, pour voir un petit peu, selon vous, dans quelle section, donc uso, formazione, coniugazione o pronuncia, dans laquelle ou lesquelles de ces sections intervient la partie de compréhension. Où est-ce que vous retrouvez l'étape comprendre dans cet extrait? Donc, je vous laisse l'observer. À nouveau, vous rendre sur Mentimeter pour répondre à cette question. Donc, dans quelle partie de la page est-ce que j'effectue l'étape de compréhension? Donc, j'essaie de faire comprendre un petit peu en termes sémantiques les actes de parole présents dans le discours, dans le document. Donc, je vous laisse participer. Vous avez à disposition à nouveau, voilà,
Je vois que certaines personnes se connectent. Si vous vous connectez sur le téléphone, normalement, vous devriez le voir assez bien, je pense. N'hésitez pas à zoomer, vous pouvez agrandir comme une photo, il me semble, sur Mentimeter. Puis vous avez aussi ici le document qui est projeté sur mon écran. Donc, à votre avis, à quel moment de l'extrait je vais réfléchir en termes de sens sur la langue? Voilà, je vois que vous êtes encore nombreuses et nombreux à participer. Ça fait plaisir de voir que malgré la longue journée, vous êtes encore présents et présentes. C'est bien, je vous laisse encore quelques instants pour proposer votre réponse et puis on verra ensemble ce que vous en pensez. Voilà, encore une minute. Nous allons pouvoir passer à la suite. Encore 20 secondes pour les dernières et les derniers qui voudraient participer. Voilà, donc les votes sont clos. Je vais vous montrer un petit peu vos réponses. Et ici, vous pouvez voir que quasiment la moitié d'entre vous ont identifié la section Uso, donc la section numéro 1. Alors, je vais vous afficher à nouveau le document un peu plus grand parce que sur Mentimeter, pour moi, c'est un peu petit. Mais effectivement, si on revient ici à notre document, si vous regardez ici la partie Uso, donc qui comprend également le document qui va être notre point de départ, pour lequel vous avez évidemment des éléments écrits, une photo qui va permettre aussi de réaliser des hypothèses de départ, aussi de stimuler un peu la curiosité des apprenants et des apprenantes, et aussi un audio qui va permettre aussi de travailler la grammaire à travers de l'oral, parce que ça c'est important aussi. Trop souvent, on réduit en quelque sorte oui, la grammaire à de l'écrit, mais la grammaire c'est aussi à l'oral, et ça arrive, combien de fois ça m'arrive en examen, notamment au DELF, d'entendre des élèves de niveau peut-être B1 par exemple, qui me disent je mangeais. Non, j'ai mangé. Et ça fait partie de la grammaire aussi, de savoir que AI, ben, ça va se prononcer et. Donc, l'audio est très important.
Mais tout ça pour vous dire que dans la partie uso ici, vous voyez qu'on vous dit il passato prossimo è il tempo più usato per parlare di un'azione passata. Spesso le frasi comportano delle indicazioni di tempo. Donc ici, pour l'instant, on n'a pas vraiment parlé de verbe, de grammaire, on réfléchit sur le temps. Je veux parler d'une action passée, j'ai des indications de temps, et donc je vais utiliser ce temps qui s'appelle le il passato prossimo, en français, le passé composé. Donc pour l'instant, on est vraiment dans du sens. Ensuite, nous allons passer, une fois que l'on a fait cette première partie qui va vraiment permettre d'amener en douceur les élèves progressivement vers la découverte de la règle, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape de notre rituel, de notre activité ritualisée, qui est la partie de conceptualisation. Cette partie de conceptualisation, elle va être un peu plus longue, un peu plus conséquente, puisqu'elle va être structurelle aussi en différentes parties, mais surtout parce que ça va être la partie de réflexion sur la langue, pure et dure. Ce que vous allez retrouver dans les sections suivantes, formazione, coniugazione, pronuncia. Dans ces parties-là, on va utiliser des termes morphosyntaxiques. On va parler de ausiliare, ici de participio passato, verbo, di scelta dell'ausiliare. Donc vraiment, on va être dans de la grammaire pure et dure, directe, si vous voulez, de façon vraiment directe et explicite. L'avantage de ces sections, c'est qu'elles sont toujours parmi les premières sections dans une unité. On a toujours la partie de découverte, de compréhension, et ensuite les sections de conceptualisation, les sections de réflexion sur la langue, qui peuvent, quand c'est le cas, quand c'est nécessaire, intégrer aussi une partie de prononciation. Ça, c'est vraiment très important aussi, parce qu'on a trop souvent tendance aussi un peu à scinder, à catégoriser, d'un côté la grammaire, de l'autre la phonétique. Mais si je le fais pendant que j'explique ma règle du passé composé, ça évite de me retrouver avec quelqu'un qui me dit « je préparais », par exemple. Donc, ici, vous avez l'exercice, vous avez l'audio pour encore une fois bien travailler dessus. Cette partie de réflexion sur la langue, elle est progressive et elle va permettre petit à petit de voir comment je le forme, comment je construis ici le passé composé, etc. Mais elle va aussi être complétée par une partie d'exercices qui vont être des exercices de systématisation et de réemploi. Ces exercices, ils vont intervenir de façon progressive dans les pages suivantes. Donc ici, je suis dans l'unité numéro 39. Donc la suite de l'unité va être constituée d'exercices d'application de la règle que j'aurai à peine étudiée. Ils sont progressifs parce qu'il y a là aussi il y a une espèce de marche à suivre, de phase à respecter pour que la règle se systématise vraiment dans l'esprit de nos étudiants et de nos étudiantes. Et donc, je vous demande à nouveau de réfléchir un petit peu, cette fois de façon autonome, pas de Mentimeter. Je vous propose ici les exercices qui font suite à la règle sur le passé composé. Mais je les ai mis dans le désordre et je vais vous demander de réfléchir pendant un instant, 1 minute 30, pour voir dans quel ordre vous proposeriez ces exercices, dans quel ordre vous les feriez réaliser à vos élèves, et pour essayer de comprendre un peu mieux ensemble ce que l'on entend par des exercices progressifs. Donc voilà, je vous laisse 1 minute. Vous pouvez simplement sur un papier, un crayon, noter l'ordre auquel vous pensez. Je vous laisse réfléchir pour prendre un peu connaissance des typologies d'exercices. Et puis ensuite, nous verrons la réponse ensemble.
Encore quelques secondes et je vous propose la correction. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu dans quel ordre les exercices sont proposés dans Focus. Donc pour commencer, vous avez un premier exercice qui va être un exercice de reconnaissance. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille aussi beaucoup sur l'oral. Ascolta e barra la casella. Donc vraiment, on travaille à la fois avec le visuel et l'auditif. Au début, on ne prétend pas que nos élèves soient tout de suite capables de produire, de conjuguer des verbes au passé composé de façon parfaite, sans erreur, sans faute. Il faut déjà qu'ils soient capables de les reconnaître, à l'oral comme à l'écrit. Il faut aussi qu'ils soient capables d'associer, par exemple ici, le sujet correspondant à la forme conjuguée de l'auxiliaire. Donc encore une fois, ici, ils ont sous les yeux des formes déjà conjuguées. Ils prennent connaissance, ils s'y habituent, et donc ils commencent un petit peu à les mémoriser visuellement, auditivement, et à commencer à les mettre un petit peu en mémoire, à les systématiser. Mais encore une fois, ils sont accompagnés. Nous, on va essayer de se remémoriser un petit peu. Nous, nous avons. Ah, ok, donc c'est sûrement ça la réponse. On fait des petites approximations, on corrige, on voit si c'est ça. Puis, les exercices progressent en difficulté. On passe à un exercice où on va remettre les mots de la phrase dans l'ordre. Donc, ça va les obliger à se rappeler que, ah oui, je mets d'abord le sujet, ensuite l'auxiliaire, ensuite le verbe. Et là, je n'ai pas encore besoin de conjuguer, que ce soit le verbe ou l'auxiliaire. Mais je continue encore une fois à mémoriser des formes conjuguées. J'ai regardé, on a écouté. Et je travaille vraiment sur la structure de la phrase, mais sans avoir besoin, encore une fois, d'orthographier grammaticalement les formes. Pour ensuite, une fois que je me suis bien familiarisée avec cette forme du passé composé, que j'ai compris comment je le construisais, bien, je vais arriver aux exercices un peu plus classiques, auxquels on est un peu plus habitué, où il va falloir conjuguer le verbe au passé composé, en choisissant ici c'est seulement avec l'auxiliaire avoir, mais en mettant l'apostrophe si nécessaire. Et donc je vais vraiment passer d'exercices d'appariement, de reconnaissance, à des exercices qui sont quasiment dans la production, dans la transformation, et qui vont me permettre de conclure ma deuxième phase, qui est donc ma phase de conceptualisation. J'ai donc eu une phase de compréhension, où j'ai repéré en termes de sens, une phase de conceptualisation, où j'ai réfléchi et raisonné sur la grammaire en termes plus grammaticaux, morphosyntactiques. Je vais enfin pouvoir arriver à la troisième phase de ma progression en spirale, qui est ma phase de production. Cette phase de production, toujours sur la page des exercices ici, vous la retrouvez toujours dans les derniers exercices de l'unité. Vous pouvez avoir des exercices de production écrite ou de production orale, comme vous le voyez ici, a te la parola. Et donc, ici, on va aller vraiment dans l'activité de production sur des activités qui vont demander aux élèves de réutiliser la règle employée, mais pas seulement dans le contexte limité de je fais de la grammaire, je fais l'exercice de grammaire. C'est vraiment sortir du contexte grammaire, ouvrir vers l'extérieur, ouvrir vers à quoi peut me servir le passé composé, pourquoi j'ai appris à utiliser le passé composé aujourd'hui. Et bien, par exemple, pour raconter ce que j'ai fait le week-end dernier. Ah tiens, si je remonte un peu plus loin, si je remonte à ma page initiale et que je regarde à nouveau le modèle qui m'était proposé, qu'est-ce que tu as fait hier? Nous avons préparé l'anniversaire de Julien. Donc, on va reprendre une activité qui est vraiment similaire au modèle initial, mais où chacune et chacun va pouvoir dire ce qu'il ou elle veut. Parce que peut-être que l'un d'entre eux a vu un film, tandis qu'un autre a visité un musée, tandis que l'autre a dormi tout le week-end. Donc vraiment, chacun va pouvoir l'adapter en fonction de sa propre réalité, et ça va être aussi fondamental, qu'il voit une application de la grammaire concrète et proche d'eux. D'accord? Là, on est sur un manuel qui est à destination d'étudiants du lycée, donc on va pas leur demander est-ce que tu peux me raconter les différents événements des dernières élections politiques en France, par exemple.
on va aller sur du concret, sur quelque chose qui est aussi à leur niveau. Parce que dans les exercices comme ça, dans une progression spiralaire comme ça, et comme les celles de focus, on n'a pas d'éléments perturbateurs des autres niveaux qui vont venir intervenir. Par exemple, là, pour le passé composé, on va pouvoir être plutôt sur du A2, mais je ne vais pas avoir des éléments de lexique ou des éléments de syntaxe qui sont plutôt de niveau B1, B2. On est vraiment dans le niveau qui correspond aux élèves. Donc ça va être très important aussi. Et comme ce n'est pas toujours le cas, c'est vraiment bien de le souligner quand effectivement c'est le cas. Donc nous sommes arrivés à notre première approche de la règle. Nous avons compris, conceptualisé et produit. Donc une partie de la règle est déjà maîtrisée. Nos élèves savent conjuguer un verbe au passé composé en utilisant être ou avoir. Là, moi, je vous ai montré les exemples avec avoir, mais il y a aussi l'autre partie avec être. On peut maintenant se demander comment continuer, quels vont être les traitements successifs de la règle qui vont nous permettre d'aller plus en profondeur et donc d'apporter les éléments supplémentaires qui vont constituer la règle qu'on dit complète. Même si ce terme de complète est un petit peu à remettre en perspective du niveau dans lequel on enseigne. Mais voilà, donc on va essayer de voir parmi ces traitements successifs ce qui était autrefois la zone d'apprentissage. Vous vous souvenez, on avait parlé de cette zone proximale de développement, cette zone d'apprentissage dans laquelle l'élève est capable de réaliser une tâche, mais accompagné par l'enseignant ou l'enseignante. Ce qui était autrefois dans la zone d'apprentissage, le passé composé, la formation du passé composé, est maintenant dans la zone de confort, parce qu'au cours de l'année, je l'ai réactivé, parce que avant d'arriver au traitement successif, j'ai utilisé en classe, à travers des exercices, à travers des productions écrites et orales, j'ai utilisé le passé composé. Et c'est fondamental puisque nous allons nous appuyer sur cela, sur la maîtrise de la formation du passé composé pour élargir les connaissances et les compétences en grammaire. On va donc partir du connu vers l'inconnu, du sens vers la morphosyntaxe. Partir du connu, c'est d'abord faire reconnaître une règle déjà abordée. Donc ici, vous voyez, vous comprenez déjà mon intention, c'est qu'une fois que mes élèves connaissent la formation du passé composé, un peu plus tard, peut-être plutôt vers du B1, je vais vouloir leur montrer que le participe passé avec avoir, il s'accorde un peu différemment dans certaines situations. Mais je ne vais pas entrer direct comme ça, parce que là, tout de suite, ça va être la zone de panique. Ah oui, mais pourquoi? Mais moi, je ne le sais pas, mais c'est pas normal que je le sache pas, mais pourquoi? Donc non, on part du connu. On part de choses qui les rassurent, qui les motivent, qui leur montrent qu'ils sont vraiment en train de progresser parce que sur quelque chose qui est apparemment nouveau, ils reconnaissent déjà quelque chose de connu. Donc ici, par exemple, je vais leur dire, ah ben tiens, regarde l'image, regarde l'échange entre les deux personnages, écoute l'échange entre les deux personnages. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Je reconnais le passé composé. Ah, très bien. Effectivement, c'est le passé composé. Et ici, je vais faire intervenir ce que je vous mentionnais tout à l'heure, mon processus de réactivation en mémoire. Ah, le passé composé. Très bien. Tu connais le passé composé, donc tu peux me rappeler la règle. Ou on peut se la rappeler ensemble. Encore une fois, ici, donc on va réactiver en mémoire, on va leur dire, ah ben on la connaît déjà, on se la rappelle, on fait un petit point sur la situation. Et c'est à ce moment-là que les cartes mentales, par exemple, peuvent être vraiment utiles, puisque dans le livret Focus tout simplement, vous avez les cartes mentales, comme je vous l'ai dit, qui reprennent à chaque fois certaines unités, et on indique à quelles unités on fait référence, et qui, de façon schématique, vont rappeler, ok, donc le passé composé, oui, c'est avoir ou être, avec le participe passé. J'ai différents participes passés. Et puis, ah oui, je dois l'accorder, le passé composé. Le participe passé, je dois faire l'accord. Mais là, vous remarquerez que je me suis permise de masquer. Alors, j'ai simplement collé sur mon écran, sur l'image, quatre petits rectangles. Rien de trop compliqué, hein. Il n'y a pas besoin de faire des grosses manipulations. On peut aussi imaginer utiliser la carte mentale telle qu'elle. Mais moi, c'est un petit conseil que je vous donne, éventuellement, si vous en avez envie de faire comme ça, parce que, en fait, ça va permettre de stimuler l'implication des élèves et donc qu'ils et elles soient actives
dans ce processus de remémorisation de la règle, puisque ici, comme c'est caché, on va leur dire, ah ben tiens, le participe passé, con il soggetto, s'ils ne se souviennent pas bien, ils peuvent observer l'exemple et se dire, ah ben oui, le participe passé non si accorda col soggetto avec avoir. Avec être, oui, en revanche, Marie est arrivée à l'heure. Ok, donc à ce point-là, à ce moment-là, j'ai réactivé ma règle, donc le processus de mémorisation est constamment actif. J'ai distribué mon apprentissage, donc encore une fois, petit à petit, je vais ajouter des éléments nouveaux. Je suis prête pour ajouter l'étape successive de ma règle. Donc ici, je reprends OK. Donc vous vous souvenez, on a dit le participe passé, il ne s'accorde pas avec le sujet. Mais regardez un petit peu. Donc ici, c'est la femme qui parle, on l'a dit tout à l'heure. Elle dit « je les ai prises ». Prises, vous reconnaissez quelle forme? Ah ben oui, féminin pluriel. La femme, il n'y en a qu'une, alors pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui est féminin pluriel ici dans l'échange? Et à travers vraiment quelques questions, comme ça un peu orientées, on va leur faire formuler à eux que, ah ben tiens, c'est marrant, le participe passé ici, il s'accorde avec les places. Ah ben où se trouvent les places? Je les ai prises, je les ai réservées. Et ici, par exemple, petite parenthèse, on voit bien que c'est une règle qu'on n'aurait pas pu étudier avant au moins la fin du A2, le début du B1, parce qu'il faut avoir vu les pronoms compléments d'objet. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir tout de suite en A2, par exemple, tandis que le passé composé, on peut tout à fait le voir en A2. Donc vraiment, c'est là aussi où la progression en spirale va prendre tout son sens, parce que c'est pas quelque chose de linéaire. J'ai besoin de prendre des éléments d'un peu partout dans la grammaire. Tout n'est pas complètement compartimenté. J'ai besoin d'avoir acquis les compléments d'objet avant de pouvoir progresser dans ma conjugaison des verbes. Donc je ferme la parenthèse, mais ce point était aussi important à souligner. Donc ici, en comparant le connu avec l'inconnu, j'apporte en douceur la nouvelle partie de la règle et je peux donc enfin répéter les deux étapes initiales, c'est-à-dire les étapes de conceptualisation grammaticale et de production, que je retrouve à nouveau dans les sections initiales de mon unité. Ici, je n'ai pas besoin à nouveau de revoir la conjugaison du passé composé, de revoir à nouveau la formation du passé composé. Je viens de la rappeler, j'en ai déjà parlé, mes élèves la maîtrisent, mais par contre, je vais réfléchir sur la forme et sur la prononciation. On fait bien attention aussi à la liaison. Je les ai prises, comme ça je comprends bien à quoi je fais référence, prise et pas pris. Donc ici, encore une fois, la prononciation aidée par les audios est fondamentale. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai réussi, grâce à une approche ritualisée, progressive, à introduire petit à petit la règle, de façon pas trop morcelée, mais suffisamment pour que mes élèves ne se prennent pas une énorme règle de grammaire en plein visage et se disent « Oh là là, le français c'est trop difficile, il y a trop de choses à retenir ». Non. Donc on a déjà progressé. Mais je vous ai dit au début, il faut bien réactiver en mémoire de façon fréquente, de façon régulière, à une certaine fréquence, et réactiver de façon active. D'accord? En diffusant en espaçant, en distribuant l'apprentissage, en récitant, c'est-à-dire en mobilisant les connaissances. Donc, me direz-vous, comment je fais? Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai fait les exercices, j'ai fait les activités de production, après, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, encore une fois, dans un manuel comme Focus, vous avez des éléments comme à la fin de chaque chapitre. Donc, un chapitre comprend différentes unités. Ici, par exemple, j'ai le chapitre des verbes au passé de l'indicatif. Eh bien, je vais retrouver des activités de bilan. Donc, ce sont des exercices supplémentaires, écrites et orales, qui vont permettre de reprendre toutes les notions grammaticales contenues dans le chapitre « Les verbes au passé de l'indicatif ». Ici encore une fois, pour faciliter la réactivation en mémoire, on ne va pas donner tous les exercices d'un coup. Enfin, vous pouvez le faire si vous avez envie, en fonction de votre organisation. Il n'y a pas une seule façon de faire, et je ne suis pas là pour vous dire il n'y a que comme ça qu'on peut enseigner le français. Mais mon conseil pour bien espacer la récitation, pour bien espacer la réactivation, ça va être de donner certains exercices à un certain moment de l'année, pas nécessairement l'exercice tout entier. On peut par exemple leur donner l'exercice 1, exercice 1 item 1 à 5,
à un moment, et puis un mois plus tard, les items 5 à 9. Ici, vous pouvez voir, pour chaque exercice, il y a vraiment suffisamment d'activités pour pouvoir les scinder pour certains. Et il y a suffisamment d'exercices aussi dans un bilan pour vraiment répartir le bilan sur plusieurs moments de l'année. Pour réactiver aussi, on peut leur demander de faire référence aux cartes mentales, qui sont encore une fois vraiment très bien faites parce que claires, il n'y a pas trop d'éléments perturbateurs. Les couleurs aussi permettent d'assimiler de façon assez sereine et elles vont vraiment permettre à un élève qui ne se souvient plus complètement de la règle mais doit faire l'exercice de ne pas avoir à relire toute la leçon, auquel cas ça peut être un peu décourageant, mais de se dire attends, je vais jeter un petit coup d'œil sur la règle. Alors, le complemento d'oggetto segue l'ausiliare. Ah non, quindi non faccio l'accordo. Donc, je ne fais pas l'accord. Donc, ici, je peux compléter mon exercice de cette façon-là. Ah, pour les verbes pronominaux, je me souviens plus trop. Ben là, je vais regarder. Surtout pour les verbes pronominaux, la carte mentale, c'est assez. L'accord des verbes pronominaux, la carte mentale, c'est vraiment un des outils que je privilégie parce que sinon, on a tendance à se perdre dans les formulations, etc. Là, c'est clair. Propri, impropri, altri. Au moins 3 catégories et je me dirige en fonction de chaque catégorie. Donc voilà. À travers toutes ces étapes, on a un peu fait le point des étapes d'une progression en spirale. Ce que je vous propose, si j'ai encore 2-3 minutes, Nicole, Diane, dites-moi un petit peu, je ne sais pas, si j'ai encore 2-3 minutes pour proposer quelques pistes un peu bonus. Dites-moi, j'ai encore le temps? Quelques petits bonus pour les personnes qui voudraient approfondir. Pardon, me voici. Oui, bien sûr. Oui, On a 5 minutes si tu veux. ok, Puis on d'accord, enchaînera rapidement avec la dernière partie. d'accord. Ok, donc un petit bonus. D'autres pistes d'exploitation, d'autres conseils, des réflexions que je me suis faites un petit peu en réfléchissant autour de la progression spiralaire et autour de Focus. C'est que la progression spiralaire, elle suit aussi le rythme des manuels scolaires. Ça m'est arrivé, comme c'est arrivé à des collègues à moi au lycée, de par exemple étudier un point de grammaire dans un manuel, et les manuels scolaires à l'heure actuelle suivent également une progression qui est un peu plus spiralaire. On ne va pas forcément voir toute la règle de l'accord du féminin dans une leçon, par exemple. Ça va être un peu distribué sur l'année. On va d'abord voir, j'ajoute un E, mais dans certains cas, je n'ai pas besoin. Puis certains mots au masculin se terminent par un E, mais de façon progressive. Et donc, utiliser un manuel de grammaire qui, lui aussi, suit une progression similaire, ça va vraiment permettre, bon, déjà, de bien, nous, de ne pas perdre la tête dans notre organisation des cours, dans notre planification, et aussi de suivre le rythme des apprenants et des apprenantes. Comme ça, on peut vraiment les renvoyer à ça. Je passe assez rapidement, mais utiliser une progression spiralaire, ça peut aussi permettre d'exploiter un document authentique. Parfois, moi, j'aime bien dans mes cours, alors ça c'est personnel, hein, mais j'aime bien de temps en temps rajouter des documents authentiques. Par exemple, quand c'était quand Joséphine Baker a été panthéonisée, j'avais envie de travailler sur la biographie de Joséphine Baker. Ah ben ça tombait bien, je devais faire le passé composé en classe. Mais pareil, là, dans un document authentique, ce n'est pas un document qui est fait pour la classe de FLE, donc on n'a pas toujours tous les éléments grammaticaux nécessaires. Un livre qui fonctionne comme ça en spirale, on va pouvoir se permettre, à travers un document authentique, de n'étudier qu'une partie de la règle qui est fonctionnelle à ce que je veux faire à ce moment précis, à l'acte de parole que je vais essayer de mettre en place à cet instant précis. Donc en ce sens, ça va être un petit peu mieux. Pardon, j'avais mis mon écran en pause, je n'avais pas fait attention. Et puis, dernier point, dernier point, dernier bonus, dernière idée pour aller un peu plus loin avec l'enseignement spiralaire, c'est que c'est un enseignement qui va vraiment stimuler l'autonomie. Vous avez vu, les règles sont exprimées clairement en italien, donc on peut tout à fait imaginer demander à nos élèves d'étudier la règle à la maison, de faire certains exercices pour ensuite les corriger en classe et nous concentrer en classe plutôt sur des activités de production, d'interaction. Et donc, pourquoi pas, pour celles et ceux qui seraient intéressés par la question,
aller vers des séances, des séquences de classe inversée. Alors là, je ne vais pas du tout m'arrêter là-dessus parce qu'il faudra encore 1 heure et demie pour parler de la classe inversée, mais pour celles et ceux qui ont déjà testé, qui aiment bien ce genre de processus, ce genre d'approche, un manuel comme celui-là peut tout à fait le permettre. Donc, pourquoi pas aussi inverser les rôles de temps en temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous libère. Merci beaucoup de votre participation parce que vous avez été vraiment nombreuses et nombreux à participer. J'ai vu sur les sondages, sur les activités. Donc, je vous retrouve ensuite. Là, je vais laisser la parole à Diane et à Nicolas qui vont vous présenter un petit peu mieux les collections. Et on peut se retrouver ensuite si vous avez des questions supplémentaires concernant Focus, concernant la progression en spirale, concernant l'approche actionnelle. Je vous attends tout à l'heure. À plus tard. Merci. Merci Léa. En fait, on ne te libère pas encore. On va juste en 3 minutes vous rappeler quelles sont les collections principales de Hachette Fleu et la Scuola disponibles en Italie. Et je voulais en profiter pour répondre à des questions qui vont sûrement arriver concernant l'attestation de participation et l'enregistrement du webinaire et les diapos. Alors, pour ces 3 points, c'est-à-dire l'attestation de participation, les diapos présentés par Léa Marrast et l'enregistrement vidéo du webinaire, vous recevrez des emails ce soir et dans les prochains jours avec ces 3 éléments. Donc, ne vous inquiétez pas à ce propos. Ensuite, vous pouvez utiliser la fenêtre demande ou question de votre interface GoToWebinar pour poser des questions à Léa. Nous lui transmettrons, et vous pouvez faire ça au cours de la petite présentation que Diane Guerrier va nous faire des collections Hachette Fleu et la Scuola pour les établissements scolaires italiens. Merci Diane, à toi la parole. Merci Nicolas. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je partage. Je pense que vous avez mon écran. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous présenter très rapidement nos collections, donc, voilà, pour les établissements scolaires italiens. Donc, en particulier, la méthode Focus Grammaire dont vient de parler Léa, donc la grammaire française de référence Hachette, qui va vous permettre de faire travailler la grammaire à l'oral comme à l'écrit, comme nous avons dit, qui propose de nombreuses activités d'entraînement, de nombreuses activités numériques, des cartes mentales, des fiches de lexique illustrées et des pages bilan. Alors, je vais juste vous montrer une double page, même si nous en avons vu plusieurs avec Léa. Donc, on va avoir sur la page de gauche des explications grammaticales claires et sur la page de droite des exercices d'application. Donc, toujours avec une illustration de départ pour justement présenter la notion dans une situation concrète, donc en situation, un renvoi par exemple aux cartes mentales, une description là aussi très claire de la règle de grammaire avec un code couleur pour faciliter la mémorisation et des enregistrements audio de la grammaire là aussi pour faciliter là aussi la mémorisation. Hein, vous allez trouver aussi, excusez-moi, je finis juste sur cette page, des exercices pour travailler l'oral, la production écrite et un renvoi au parcours digital qui propose 450 exercices digitaux, interactifs, autocorrectifs. Donc, pour le biennio, nous proposons la méthode C'est à vous, qui est une méthode qui place l'approche interculturelle au cœur de sa pédagogie. Donc, il va proposer de très nombreuses tâches collaboratives à nos élèves, des jeux interactifs, là aussi, des jeux, des activités, je veux dire ludiques plutôt, des activités de karaoké, notamment aussi, des activités de challenge, alors notamment pour le motiver, mais aussi, bien sûr, pour une participation plus active de nos élèves. Alors, c'est aussi une méthode qui favorise la médiation, telle qu'elle est présentée par le CECR, hein, pour, d'une certaine façon, que chaque élève voit sa propre progression. Et ceci, si vous voulez, pour favoriser une autonomisation des élèves,
grâce à des pages stratégie d'apprentissage pour une construction plus positive de chacun de nos élèves. Et donc, c'est une méthode qui favorise aussi la gestion de l'hétérogénéité de la classe. Chaque profil, chaque élève va travailler à son rythme, en s'amusant d'une certaine façon, mais aussi avec une très grande rigueur. C'est un manuel qui propose une progression très rigoureuse avec de nombreuses activités contextualisées. Voilà, en gros, si vous voulez, notre méthode, c'est à vous. Pour les sections ESABAC, donc, je vous rappelle la collection Histoire de chez Hachette Éducation, qui sont des manuels qui offrent de très beaux documents iconographiques, des pages leçons, bien sûr, des pages repères, des pages points de passage et d'ouverture, et qui abordent l'histoire selon l'approche chronologique. Alors, la mise en activité de tous les élèves, des élèves, consiste, si vous voulez, à l'amener à s'approprier le questionnement historique, pour mieux comprendre comment on passe d'un document brut à l'analyse et à la critique d'un événement. Alors là aussi, de très nombreuses ressources numériques, des vidéos, bien sûr, des cartes mentales, des schémas complétés, des QCM interactifs, etc. Pour les ABAC littérature, la collection Au fil des textes, qui va vous proposer un large éventail des grands textes du patrimoine, jusqu'à des textes de littérature de l'extrême contemporain, avec une ouverture vers toutes les formes d'art. Vous trouverez aussi, bien sûr, des pages consacrées au baccalauréat. Je vous signale également notre nouvelle collection DELF, conforme au nouveau format d'épreuve, qui couvre les niveaux A1 maintenant, désormais A2, B1 et B2, qui chaque volume propose plus de 200 activités, des épreuves blanches complètes, de nombreux conseils méthodologiques, des astuces, des corrigés et de très nombreux médias, dont des vidéos de passation des épreuves, des vidéos authentiques, justement pour, si vous voulez, rendre, donner à l'élève, bien sûr, toutes les possibilités de se présenter, pour qu'il soit en confiance. Voilà, le mot m'échappait. Pour qu'il soit vraiment en confiance. Alors, vous trouverez sur le site compagnon, là, effectivement, toutes ces ressources numériques, les audios, les vidéos. Et alors, le petit plus, ce sont des vidéos, des dialogues interactifs, qui va lui permettre, si vous voulez, qui vont permettre de s'entraîner avec un vrai examinateur et donc de se retrouver un petit peu dans les conditions réelles de l'examen. Voilà. Donc, pour les professeurs qui auraient besoin de travailler sur des niveaux un peu plus élevés, C1, C2, la méthode Cosmopolite offre des exemples des épreuves de DALF C1, C2 dans Cosmopolite 5. Là aussi, un site compagnon très riche avec toutes les ressources numériques. 2 secondes simplement pour vous rappeler la collection LFF, Lire en français facile, qui est organisée sur les 4 niveaux, là aussi, du A1 au B2, autour de 3 séries fiction, polar, série classique, avec les grands classiques de la littérature, et une série pour les plus petits, pour les premiers pas en français. Sur le site compagnon, là aussi, vous allez pouvoir télécharger tous les audios. Et sur ce site-là, on va vous proposer une dizaine d'ateliers clés en main avec des fiches enseignants et des fiches apprenants très détaillées autour d'une dizaine de titres, plus ou moins. Alors voilà, très rapidement, je sais que certains professeurs de collège sont aussi présents, donc je vous signale notre nouvelle méthode formidable Extra, qui s'inscrit dans l'approche actionnelle. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puis, donc là, je vous laisse tous les liens pour pouvoir consulter, feuilleter les méthodes, pour pouvoir visionner certaines vidéos, bien sûr. Vous le recevrez donc ce petit diaporama. Je vous laisse également nos contacts à moi-même, celui de Nicolas Prinetti et celui de Violaine Jamin à Paris. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été assez rapide. Merci Nicolas, tu peux reprendre. Merci Diane.
Merci Léa, bien sûr. Alors, nous avons quelques questions. Euh, alors, quelle est la méthode la plus appropriée à un niveau universitaire? Alors ça, c'est une question pour Diane. Oui. Diane, juste tu partages encore ton écran, je ne sais pas si tu le vois. Oui, alors attends, justement, j'aurais voulu... ok, c'est bon là? C'est parfait. Voilà, par contre, j'arrive. Ah, ça y est, je vous vois. Mais écoutez, pour un niveau universitaire, excusez-moi, j'ai pas vu la question. Donc, nous avons plusieurs méthodes. Nous avons bien sûr la méthode cosmopolite, qui est une méthode très riche, hein, qui conçoit le français comme langue, disons planétaire, ce qu'elle est d'ailleurs, mais enfin disons comme et donc qui propose, si vous voulez, un volume horaire autour de, selon évidemment les cours, autour de 90-120 heures. Et nous avons également une nouvelle méthode qui s'appelle Inspire et qui, disons, propose un volume horaire un peu plus bas et qui, là aussi, favorise la médiation. Je vois que Violaine arrive à mon secours. Donc, si Violaine, tu veux ajouter quelque chose, notamment pour les méthodes universitaires, en général, voici les deux méthodes que nous proposons. Vous pouvez bien sûr m'écrire, je vous enverrai à ce moment-là des liens de visionnage et oui, à toi Violaine. Alors, Violaine qui nous parle depuis Paris. Alors, je suis ravie de vous retrouver de Paris et merci à tous les trois et surtout, voilà. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Très bien, oui. Merci à tous les participants, hein, on est ravis de vous retrouver. Et par rapport aux méthodes universitaires, c'est tout à fait ce qu'a dit Diane. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de nous écrire parce que ça va dépendre vraiment de vos besoins, de votre volume horaire et de beaucoup de choses. Donc, pour ne pas prendre trop de temps à tous les professeurs qui sont là, écrivez-nous à Diane ou à moi. On va vous remettre nos emails dans le chat et comme ça, on pourra répondre à vos questions, voilà, et vous proposer la méthode qui correspondra le mieux à vos besoins. Voilà, très bien. Alors, cette réponse vaut évidemment pour tous les enseignants qui nous demandent aussi des conseils sur les livres qu'on conseille pour les adoptions pour les différents niveaux. Vous pouvez contacter notre réseau commercial qui pourra vous donner les informations et vous acheminer vers les bonnes personnes pour vous conseiller. Je vais vous mettre dans le chat l'adresse le lien Internet pour contacter le réseau commercial. Vous n'avez qu'à choisir la zone d'Italie qui vous concerne et vous avez les adresses, numéro de téléphone, adresse mail de nos représentants sur le territoire. Et ils achemineront vos questions aux bonnes personnes à l'intérieur des maisons d'édition qui s'occupent de Hachette, car Hachette est distribué en Italie par la Scuola, mais on s'occupe soit du côté de la Scuola, soit du côté de Hachette de répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à contacter les agents La Scuola sur le territoire qui achemineront vos questions aux bonnes adresses. Voilà, donc nous n'avons plus de questions spécifiques pour Léa, ce qui signifie que c'était très clair. Ou que je vous ai tous cassés, tout le monde est fatigué en fin de journée. Non, c'est sûrement que c'était très très clair. Tellement clair. Les liens sont à votre disposition dans le chat, mais surtout dans les diaporamas qu'on vous enverra. Donc les diaporamas, enregistrement et attestation vous arriveront automatiquement dans vos emails. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à écrire à webinar en anglais, webinar@lascuola.it. Voilà, et donc il ne nous reste qu'à vous dire au revoir, que c'était un plaisir, que vous étiez plus de 230 enseignants à participer, ce qui nous fait vraiment très très plaisir. Et nous espérons aussi que nos méthodes et notre nouvelle grammaire qui porte pour l'enseignement du français une approche nouvelle pourra convenir à vos cours dans vos classes. Merci à tous et au revoir, à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.
Merci, au revoir.